première question, mais c'est une plaisanterie, non, mais vous avez quand même dû avoir un énorme budget pour pouvoir organiser ces manifestations et les filmer. Euh, J'aimerais quand même vous reprendre sur cette nouvelle configuration, un peu de documentaire. Vous avez écrit un essai, en fait, vous avez filmé un essai, c'est ça? Vous êtes de background, vous êtes sociologue, et puis vous choisissez le cinéma tout d'un coup pour exprimer ce que vous avez à dire sur la démocratie. Pourquoi ce choix du cinéma? Merci à tous d'être là. Merci de votre accueil. Nous sommes très heureux d'être le film d'ouverture pour ce festival extraordinaire. Merci à tous. Alors, pourquoi faire un film? Pourquoi le cinéma? Eh bien, je suis de formation universitaire. À l'origine, en fait, j'ai étudié à Harvard en sociologie, de même que mon producteur, Patrick, qui doit être quelque part dans la salle. Et il y avait certaines idées que j'ai apprises au cours de ma formation qui me passionnent. Ce qui m'interrogeait, c'est de savoir pourquoi le grand public ne connaissait pas forcément ces notions. J'ai décidé de passer au format du film pour raconter une histoire. En fait, il s'agit par exemple de proposer des métaphores. J'ai recherché une métaphore qui pouvait résumer un petit peu cette impression. Donc, ça remonte à 2014. C'est à cette époque que j'ai eu l'idée des loups. Patrick et moi, toute notre équipe, nous sommes allés ensuite aux quatre coins du monde pour explorer cette nouvelle forme de gouvernement que nous voyons émerger sans tout à fait le comprendre tout de suite. Alors, pour en revenir à ce que vous disiez, cette histoire, raconter des histoires, vous avez fait ce choix parce que vous pensez qu'il y a une tradition de raconter des histoires qui ne vient pas du milieu universitaire et qui est plus adaptée aujourd'hui pour raconter l'histoire de la démocratie. Raconter des histoires remonte à la nuit des temps, aux Grecs. Je crois que c'est un moyen fondamental pour nous de communiquer. Toutes ces grandes idées, droits humains, institutions, démocratie, état de droit, liberté, ce sont des notions abstraites. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons sentir de manière très tangible dans notre quotidien. Par ce film, nous avons essayé de voir quelle était la pratique de la liberté. La liberté non pas sous la forme d'une idée philosophique. Nous n'avons pas posé la grande question, mais qu'est-ce que la liberté, son véritable sens? Nous avons essayé de voir dans la pratique ce que font les gens, quelle est la pratique qu'ils ont de la liberté. Et d'en faire une histoire qui pouvait présenter cette métaphore de la montée, l'arrivée au pouvoir des loups, donc sous la forme d'une histoire populaire. Ce qui est intéressant dans cette liberté, c'est que vous parlez d'une liberté sous condition. Tous les endroits que vous avez filmés montrent des façon de vivre la liberté de manière différente, sous répression. Vous n'avez pas opté pour la liberté telle qu'elle se manifeste en Suisse, par exemple. Vous avez choisi de montrer la liberté dans la confrontation. La liberté là où son espace est réduit. Réponse, oui, effectivement, tout à fait. Vous avez vu, il y a eu tout un tas de cultures différentes. Quand nous avons commencé à faire le film, en fait, nous pensions trouver beaucoup de diversité. Vous savez, il y a beaucoup d'anthropologues qui vont étudier les peuples différents du monde et qui ne cessent d'être surpris. C'est un petit peu comme ça que nous avions entamé les choses. Que nous soyons dans un pays musulman, Tunisie ou un pays asiatique tel que le Japon, ou bien un pays occidental comme les États-Unis, ce que nous avons fini par constater, c'est que lorsque les gens exercent la liberté, lorsqu'ils se battent finalement, ils se battent pour les mêmes choses fondamentales, contre la corruption politique, pour la liberté d'expression, pour des élections justes.
Après, ce qu'il faut voir, c'est quelle est notre capacité, à titre individuel et collectif, de changer les structures de pouvoir. Vous nous avez monté des situations où le pouvoir change et est transformé. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudra pour faire vraiment changer les structures de pouvoir? Voilà une bonne question. Et j'y ai beaucoup réfléchi, c'est vrai. Quand on interroge les gens, quels qu'ils soient aux États-Unis, à Hong Kong, on a un petit peu l'impression que si vous n'êtes pas content de quelque chose, vous devez aller vous battre. Ensuite, les gens sont déçus parce que après leur manifestation, le lendemain, la semaine suivante ou l'année suivante, il n'y a pas vraiment de changement. Alors, ils se demandent à quoi ça sert. Je m'en suis référée à l'un des pères modernes de la démocratie, Martin Luther King, qui a dit que l'histoire mène vers la justice. Et les gens ont cette impression erronée que si on insiste, on finira par avoir la justice. Mais ils oublient que les changements ne peuvent pas être immédiats. Par exemple, aux États-Unis, dans l'après-guerre, années 50 et 60, il y a eu au moins une vingtaine d'années de déception. Bien sûr, il y a eu des réalisations, des réussites aussi. Il y a aussi Mahatma Gandhi, le Mahatma Gandhi. Les premiers troubles importants en Inde ont commencé dans les années 60. Il faut la désobéissance civile, des manifestations. Mais ça... Vous avez raison. Effectivement, les gens ont ces attentes. Vous avez pu le voir dans la partie qui a été tournée en Tunisie. C'est le début. C'est vrai qu'en Tunisie, la situation est meilleure aujourd'hui que sous la dictature de Ben Ali. Personne ne peut vraiment le contester. Mais le gouvernement actuel n'est pas vraiment une démocratie libérale non plus. C'est une sorte d'intermédiaire, une sorte de démocratie non libérale. Donc il y a eu des progrès, mais c'est loin d'être tout et c'est loin d'être fini. Malheureusement, l'orateur est inaudible. Alors, tous les gens que vous avez rencontrés, à qui vous avez parlé pendant la réalisation du film, pour tous ces gens-là, est-ce que vous espérez vraiment que leurs attentes, leurs espoirs, cette pratique de la démocratie qu'ils ont exercée finira par l'emporter? Parce que on peut avoir l'impression qu'on oscille entre la répression massive et peut-être de nouvelles approches dans cette bataille pour les valeurs que nous partageons. Je répondrai en deux parties. D'abord, en regardant un peu l'histoire des démocraties occidentales, pour dire les choses de manière générale. Il y a eu des périodes de croissance, d'autres périodes de récession. Dans les années 30, par exemple, il y a eu une énorme récession qui a duré jusque dans les années 70. Donc, il y a des cycles, des flux, des reflux. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les nationalismes. Le nationalisme et la démocratie sont toujours un peu allés de pair. Mais bien sûr, dans le nationalisme, il y a cet élément plus sombre, cette tentation autoritaire, cette tentation que l'on voit, par exemple, comme le décrivait
un conseiller de Nixon qui disait « coupons le pays en deux et on prendra la plus grosse partie ». Ça, c'est toujours une tentation, malheureusement, dans les démocraties qui a existé et qui continuera d'exister toujours. Mais à la fin du film, nous montrons la manifestation des femmes à Washington. Leur attente n'était pas d'entraîner la démission de Trump le lendemain, mais par contre, ça a permis de construire des plateformes, des lieux de discussion, des organisations pour parler pas simplement de harcèlement sexuel, mais d'égalité de rémunération. 6 mois plus tard, finalement, on a assisté à la naissance du mouvement MeToo, qui lance la renaissance d'un nouveau féminisme, finalement, dans le monde entier. Donc, le changement se fait, pas forcément exactement comme on l'attendait. Merci. Je vais maintenant me tourner dans le public. Je pense qu'il devrait y avoir des micros qui vont passer. Je suis même prêt à donner le mien. Comme d'habitude, si je peux vous demander questions, toutes les questions sont ouvertes. Profitez, c'est une expérience. Vous avez un cinéaste formidable ici qui va vous partager son expérience. Qui veut poser la première question? Elle peut être liée au cinéma, elle peut être liée à la démocratie, elle peut être liée à l'animation, au storytelling. Madame? Allez-y. C'est la première soirée, on a un peu des teething problems encore, mais allez-y en anglais, allez-y. La question étant posée hors micro, malheureusement, les interprètes ne peuvent pas travailler. Je suis tout à fait fascinée par ce que vous avez dit à propos de la manifestation des femmes qui a permis aux femmes de commencer à parler de harcèlement sexuel. Je dois dire que, en fait, en dehors des États-Unis, ce que l'on disait dans ces manifestations, c'est que nous luttions pour l'inclusion. Donc, c'est vrai, vous l'avez très bien dit, ça a permis de créer tout un tas de structures et de lieux de discussion. Et ça m'amène à cette question de l'intersectorialité. Quand vous parlez de raconter une histoire, est-ce que vous, d'une certaine manière, utilisez intentionnellement cette histoire racontée pour intéresser les gens aux questions transversales? Quand vous parlez de storytelling, donc raconter ces histoires, qui est un mécanisme essentiel dans la communication, ça m'intéresse vraiment. Je me demandais, par exemple, comment vous voyez cette notion d'intersectionnalité, comme je l'évoquais pour la marche des femmes? Bon, laissez-moi réfléchir un peu parce que votre question est intéressante, mais un peu difficile. Alors, le storytelling, vous le savez, effectivement, tient au témoignage personnel qui est à la clé dans le mouvement MeToo. C'est essentiel, ces femmes qui racontent leur expérience de harcèlement, comment ça a pu ruiner leur carrière, leur vie. Le principe du témoignage, du storytelling est essentiel dans l'organisation communautaire. Pour ce qui est des métaphores, de l'utilisation des métaphores et de l'intersectionnalité, je crois qu'on le verra de plus en plus. Ces métaphores peuvent créer des liens, rendre nos histoires universelles. C'est toujours délicat dans ce genre de film. Par exemple, on a tourné dans 5 pays différents et nous nous sommes demandé qui pourrait se sentir en lien avec cette histoire, s'identifier. Et ce qu'on a vu, par exemple, c'est le témoignage d'un père en Tunisie dont le fils, on ne sait pas exactement s'il a été kidnappé par
les islamistes ou s'il s'y est rallié. Mais ça, finalement, c'est une expérience universelle d'un père qui s'inquiète pour le sort de son fils qui ne sait pas où il est. Donc là, il y a ce caractère intersectoriel que vous évoquez. Donc ça peut être en partie des témoignages, en partie des métaphores. Il y avait un aspect dans le film qui était frappant. Vous avez parlé du manque de compréhension de la démocratie. Quelqu'un qui disait qu'il aimait la démocratie parce qu'il aimait pouvoir faire du shopping. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que c'est une question d'être trop habitué à la démocratie? Est-ce que c'est une question d'une nouvelle génération? Comment vous l'expliquez? Je pense que ce qui me fascine, c'est qu'il s'agit d'un phénomène mondial. Et donc, il faut trouver une réponse mondiale également. Nous voyons de plus en plus de consommateurs à travers le monde. Steven Pinker vient de dire qu'il s'agit de quelque chose de positif, qu'il faut défendre les lumières, il faut défendre également la croissance économique. Mais d'autres vivent cette liberté de consommer pour la première fois. Ce sont des choses extrêmement puissantes. Pour ceux qui travaillent sur les droits humains, il est facile de sous-estimer, mais il s'agit d'une liberté importante et je pense que beaucoup de gens le vivent comme cela. Il ne s'agit pas tout simplement d'acheter une voiture, mais de le conduire également. Quand vous vivez ces expériences pour la première fois, il s'agit de quelque chose d'extrêmement puissant. D'autres choses comme le fait de voter, ce sont des choses peut-être plus abstraites. Et vous vous rendez compte que vous vous rendez pas compte que vous les manquez. Alors, il y a également d'autres exemples très fondamentaux. Et nous ne pensons même pas que l'État puisse nous délester de ces avantages. Ce sont de très bonnes questions. Je voudrais vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi ces bandes dessinées que vous mettez dans le film. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce mode d'expression? Il s'agit d'une manière de montrer l'époque dans laquelle nous vivons. Et deuxièmement, quelle est la définition de la liberté que vous adoptez dans le film? Vous parlez pas tellement des libertés individuelles, mais d'une autre sorte de liberté. Et qu'est-ce que vous avez souhaité montrer avec ces dessins animés, ces bandes dessinées dans le film? Oui, merci pour la question. Il s'agit d'une métaphore, une façon de lier ces expériences tellement différentes. Nous avons fait un film sur 5 pays différents pour montrer que le même phénomène existait tout à travers le monde. Vous pouvez utiliser des termes comme la fausse démocratie ou la démocratie non libérale. Et nous l'avons fait, mais le public sentait qu'il manquait quelque chose. Donc, nous avons compris qu'il fallait adopter une autre façon d'expliquer cette idée, quelque chose qui lie ces 5 différentes expériences et quelque chose qui peut être interprété de manière différente. Donc, ces dessins animés lient le film. Je vous remercie pour cet excellent film. Je suis en master's ici à l'Institut à Genève et je crois que nous vivons une époque de mondialisation, hyper-mondialisation.
Et je pense que dans les milieux universitaires, il faut rassembler des informations de partout. Et quelles sont les techniques que vous employez à part les métaphores, les histoires? Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que les universitaires doivent expliquer et non seulement faire de la recherche. Bon, pour être juste, ce n'est pas le rôle d'un universitaire d'expliquer au grand public. Les universitaires se focalisent sur des questions très précises et doivent les expliquer de manière la plus scientifique possible. Par contre, un réalisateur a la responsabilité de prendre de différentes études et de les mettre ensemble et de tirer des conclusions et d'essayer d'expliquer. Et on raconte des histoires. Très souvent, nous essayons de trouver des personnages pour expliquer ces choses. J'ai une question sur le processus que vous avez adopté pour réaliser ce film. Vous avez des images qui datent de 2014. Comment est-ce que vous avez choisi ces images? Est-ce que vous avez d'abord sélectionné les pays ou est-ce que c'est une question d'évolution plus progressive? Pour être bref, je dirais que il y a un certain scepticisme que les Chinois croient en liberté. C'est pour cela que nous sommes allés à Hong Kong. La révolution n'a pas réussi, donc nous sommes allés après dans un pays où la révolution a réussi, c'est-à-dire la Tunisie. Nous sommes allés également dans un pays avec une démocratie émergente. L'Inde est le pays le plus grand, la démocratie la plus grande du monde, et puis les États-Unis, bien sûr, les États-Unis. Yes, up here. Thank you so much. It was really, really Je vous remercie pour ce film qui nous éclaire sur le monde, mais qui nous déprime un petit peu également. Je m'excuse. Alors ma question, c'est, je pense qu'ici en Suisse, nous croyons que la meilleure forme de démocratie est une démocratie directe. Mais cela peut fonctionner dans un petit pays comme la Suisse, mais peut-être pas forcément partout. Alors ma question est, comment est-ce que nous pouvons retourner à l'essence fondamentale de la démocratie dans un monde si complexe? C'est une excellente question et je crois que pour répondre de façon très brève, je dirais que du Royaume-Uni, nous avons l'impression d'avoir trop de démocratie. Quand vous avez la démocratie directe, vous avez des référendums tout le temps, des votations tout le temps, et vous avez des résultats controversés. Nous sommes fiers de vivre dans une démocratie parlementaire, sans beaucoup de référendums. Le problème avec la gouvernance mondiale est qu'il n'y a pas de solution démocratique, forcément. Nous n'allons pas monter un parlement mondial. Et même si nous avions un parlement mondial, ce sera monopolisé par des intérêts privés. Donc, je n'ai pas de réponse très claire, juste pour dire que l'expérience de la Suisse et l'expérience du Royaume-Uni est très différente. Chaque démocratie occidentale a des institutions respectées, des institutions démocratiques qui sont en train d'être minées, atteintes par ces tentatives. Donc, je pense qu'il faut retourner aux fondamentaux. Merci de votre film. Et je voulais vous poser la question, pourquoi vous avez choisi cette musique? Ça m'a un petit peu dérangée personnellement parce que j'y avais beaucoup à voir, à lire, à se concentrer sur les textes et ça fait beaucoup de stimulation ensemble. Puis la deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas dans la démocratie, il y a aussi un devoir dans la démocratie, c'est de protéger les plus faibles, les plus démunis et de faire respecter les droits humains? Et comment on en est tellement, tellement loin de nos jours. Et puis maintenant, on a l'impression que ce qui prend la place, c'est le gagnant. Le gagnant, il peut tuer, il peut faire ce qu'il veut, mais il gagne. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et ça, c'est très, très inquiétant. Voilà, je voudrais vos commentaires là-dessus. Merci beaucoup. Alors, votre premier point, moi j'aime bien cette musique. C'est une question de goût. La deuxième question, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'en Inde, surtout, nous voyons ce majoritarisme, cette majorité qui prend le pouvoir en Inde, mais ce n'est pas seulement en Inde d'ailleurs. Je crois que c'est un problème pour
toutes les démocraties qui sont liées au nationalisme. Un politicien, un homme politique habile peut toujours être tenté de diviser un pays. La Grande-Bretagne est sectaire depuis très peu de temps, depuis 1 an, 2 ans peut-être. Nous sommes maintenant divisés entre ceux qui sont pour le Brexit et ceux qui sont contre le Brexit. Les gens sont extrêmement passionnés par cette chose, mais le pays est très divisé. Ce qui me surprend dans le monde d'aujourd'hui est à quel point il est facile de créer ces divisions. Mais je crois qu'il s'agit d'un problème pour toutes les démocraties, et les démocraties doivent respecter les libertés, faire respecter les libertés, protéger les minorités. Autrement, il n'y aura pas de liberté pour personne. Une dernière question. Malheureusement, il n'y a pas de micro pour l'interprétation. Malheureusement, il y a un problème de micro. L'interprète n'entend pas. Absolument. Et c'est pour cela que nous ne disons pas précisément quel type de liberté, quel type de droits doivent être poursuivis doivent être importants pour tout le monde. Toutes les démocraties libérales ne doivent pas se ressembler et ne doivent pas être identiques. Mais je pense qu'il faudra adopter une définition peut-être assez conservatrice, quelque chose de façon assez universelle, des élections libres, absence de corruption au sein du processus politique, la protection des minorités, la libre expression et l'état de droit. Je pense qu'il faut adopter une définition le plus simple et le plus universelle que possible. Alors les deux. Je crois que nous sommes dans une situation assez dangereuse, la montée du nationalisme qui prétend être une réponse à des problèmes comme des problèmes touchant les réfugiés. Pour moi, ce n'est pas la solution. Mais en même temps, le nationalisme est un problème ancien auquel nous faisons face. Et en Europe, nous avons vécu cela dans les années 30 et 40 et le résultat a été catastrophique. Mais même pendant les années les plus sombres, nous avons réussi à surmonter ces problèmes. Donc il y a lumière après. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Pour ceux d'entre vous qui restaient pour le discours du haut-commissaire, je vais vous demander une petite faveur, c'est ça va commencer à 8h30, mais nous aurions besoin de libérer les 2 premiers rangs. Donc si je peux vous demander de vous regrouper soit sur le balcon, soit là où il y a des places libres, de manière à ce que ces 2 premiers rangs soient libres. Merci infiniment. Vous pouvez sortir, si vous sortez, marquez votre siège, c'est prudent. Et donc je vous retrouve d'ici un quart d'heure avec le haut-commissaire pour une discussion et un discours. Merci.